Vous êtes déjà de retour? J'ai à peine eu le temps de m'éventer sur ce plateau en chaleur. Le voyage au bout de la nuit, hein. Comme vous pouvez le voir, il fait très chaud une fois de plus. Donc on s'est habillé très léger, on est équipé de nos éventails. On se rafraîchit comme on peut, hein, en attendant la clim. Et oui, et il va faire très très chaud aussi si vous restez avec nous, puisque le spectacle tant attendu de Nana va commencer. Et oui, si vous avez loupé les parties précédentes de lecture, messieurs et mesdames, nous venons de commencer la lecture de ce livre que nous a laissé Émile Zola en 1880, Nana. Et nous en sommes au tout début, puisque tout Paris s'affole. Une nouvelle comédienne, alors pas très bonne chanteuse apparemment, pas très bonne actrice non plus, et sur les planches du bordel, entre guillemets, qui n'est autre que le théâtre des variétés de Monsieur Bordenave, donc le directeur, et qui a donc découvert cette nana. Cette nana-là, eh bien écoutez, tout Paris en parle, on a hâte de la découvrir, hein, cette fameuse nana dont tout Paris parle, puisqu'apparemment elle a des atouts très sérieux, et je vous invite donc à poursuivre ce voyage avec moi, à rester branchés jusqu'au bout de la nuit. Attention, je vous surveille. Et on se retrouve à la fin de cette émission. Très bonne lecture à tous. Un frisson avait couru. Enfin, on allait donc connaître cette fameuse nana-là, dont Paris s'occupait depuis 8 jours. Peu à peu, cependant, les conversations tombaient mollement, avec des reprises de voix grasses. Et au milieu de ce murmure pâmé, de soupirs mourants, l'orchestre éclatait en petites notes vives une valse dont le rythme canaille avait le rire d'une polissonnerie. Le public, chatouillé, souriait déjà, mais la claque au premier rang du parterre tapa furieusement sur les mains, et le rideau alors se levait. « Tiens, dit la Faloise qui causait toujours, il y a un monsieur avec Lucie. » Alors elle regardait l'avant-scène du balcon à droite, dont Lucie et Caroline occupaient le devant, et dans le fond, on apercevait la face digne de la mère de Caroline et le profil, effectivement, d'un grand garçon avec une belle chevelure blonde, une tenue irréprochable. « Quoi donc ?» répétait la Faloise avec insistance. « Il y a donc bien un monsieur avec. » Fauchery alors se décida à rediriger ses jumelles vers l'avant-scène, mais il se détourna tout de suite. « Oh, c'est la Bordette !» murmura-t-il d'une voix insouciante, comme si la présence de ce monsieur devait être pour tout le monde naturelle et sans conséquence. Et derrière eux, on cria « Mais silence !» Ils durent se taire. Maintenant, une immobilité frappait la salle, des nappes de têtes droites et attentives montaient de l'orchestre à l'amphithéâtre. Le premier acte de la blonde de Vénus se passait dans l'Olympe, un Olympe de carton avec des nuées pour coulisses et le trône de Jupiter à droite. C'était d'abord Iris et Ganymède, aidés d'une troupe de serviteurs célestes qui chantaient d'un chœur en disposant des sièges des dieux pour le conseil. De nouveau, les bravos réglés de la claque partirent tout seuls. Le public, un peu dépaysé, attendait. Cependant, la Faloise avait applaudi, Clarisse attendait. Et une des petites femmes de Bordenave, qui jouait Iris, en bleu tendre, une grande écharpe aux 7 couleurs, nouait à la taille. « Tu sais qu'elle retire sa chemise pour mettre tout ça, dit-il à Fauchery, de façon à être entendue. Nous avons essayé ça ce matin, et on voyait sa chemise sous les bras et dans le dos. » Mais un léger frémissement agita la salle. Rose Mignon venait d'entrer en Diane. Bien qu'elle n'eût ni la taille ni la figure du rôle, maigre et noire, d'une laideur adorable de gamin parisien, elle parut charmante comme une raillerie même du personnage. Et son air d'entrée, des paroles bêtes à pleurer, où elle se plaignait de Mars, qui était en train de la lâcher pour Vénus, fut
chantait avec une réserve pudique si pleine de sous-entendus égrillards que le public s'échauffa. Le mari et Stener, coude à coude, riaient complaisamment, et toute la salle éclata. Lorsque Preulière, cet acteur si aimé, se montra en général, un Mars de la Courtille, empanaché d'un plumet géant, traînant un sabre qui lui arrivait à l'épaule. Lui avait assez de Diane, et elle faisait trop sa poire. Alors Diane jurait de le surveiller et de se venger. Le duo se terminait avec une tyrolienne bouffonne que Preulière enleva très drôlement d'une voix de matou irrité, et il avait une fatuité amusante de jeune premier en bonne fortune et roulait des yeux de bravache qui soulevaient des rires aigus de femmes dans les loges. Puis, le public redevint froid. Les scènes suivantes furent trouvées ennuyeuses. C'est à peine si le vieux Bosc, un Jupiter imbécile, la tête écrasée sous une couronne immense, dérida un instant le public lorsqu'il eut une querelle de ménage avec Junon à propos du compte de leur cuisinière. Le défilé des dieux, Neptune, Pluton, Minerve et les autres, faillit même tout gâter. On s'impatientait. Un murmure inquiétant grandissait dans la salle. Les spectateurs se désintéressaient et regardaient dans la salle. Lucie, elle, riait avec la bordette. Le comte de Vendeuvre allongeait la tête. Et derrière les fortes épaules de Blanche, tandis que Fauchery, du coin de l'œil, examinait les muffats, le comte, très grave, comme s'il n'avait pas compris, la comtesse, vaguement souriante, les yeux perdus et rêvant. Mais, brusquement dans ce malaise, les applaudissements de la claque crépitèrent avec la régularité d'un feu de peloton. On se tourna vers la salle. Était-ce Nana? Enfin, cette Nana se faisait bien attendre. C'était une députation de mortels, de Ganymède et de Iris avait introduite des bourgeois respectables, tous maris trompés et venant présenter au maître des dieux une plainte contre Vénus qui enflammait vraiment leur femme de trop d'ardeur. Le cœur, sur son don dolent et naïf, coupé de silence plein d'aveux, amusa beaucoup. Un mot fit le tour de la salle. Le cœur des cocus, le cœur des cocus. Et le mot devait rester. On cria bis. Les têtes des choristes étaient drôles. On trouvait une figure à ça, un gros surtout, la face ronde comme une lune. Cependant, Vulcain arrivait furieux, demandant sa femme, filée depuis 3 jours. Le chœur reprenait, implorant Vulcain, le dieu des cocus. Ce personnage de Vulcain était joué par Fondant, un comique d'un talent canaille et original qui avait un déhanchement d'une fantaisie folle en forgeron de village, la perruque flambante, les bras nus tatoués de cœurs percés de flèches. Et une voix de femme laissa échapper très haut « Ah, mais qu'il est laid !» Et toutes riaient en applaudissant. Une scène ensuite sembla interminable. Jupiter n'en finissait pas d'assembler le conseil des dieux pour lui soumettre la requête des maris trompés. Et pour toujours, pas de Nana. On regardait donc Nana pour le baisser du rideau. Comment ça allait se passer? Une attente si prolongée avait fini par irriter le public. Les murmures recommençaient. « Ça va mal, dit Mignon, radieux à Stener. Un joli attrapage, vous allez voir !» Et à ce moment, les nuées au fond s'écartèrent et Vénus apparut. Nana, très grande, très forte pour ses 18 ans, dans sa tunique blanche de déesse, ses longs cheveux blonds simplement dénoués sur les épaules descendit vers la rampe avec un aplomb tranquille, en riant au public, et elle entama son grand air. Lorsque Vénus rôde le soir, et dès le second vers,
on se regardait dans la salle. Était-ce une plaisanterie? Quelques gageurs de bord de nave? Mais on avait entendu une voix. On n'avait jamais entendu une voix aussi fausse, menée avec moins de méthode. Et son directeur la jugeait bien. Elle chantait comme une seringue. Et elle ne savait même pas se tenir en scène. Elle jetait les mains en avant avec un balancement de tout son corps. On trouva peu convenable et disgracieux des « ouh » s'élevèrent. Et déjà du parterre des petites places, on sifflotait lorsqu'une voix de jeune coq, en train de muer au fauteuil d'orchestre, lança avec conviction « Ah ah, très chic !» Toute la salle regarda. C'était le chérubin, l'échappé de collège, ses beaux yeux écarquillés, sa face blonde enflammée par la vue de Nana. Et quand il vit le monde se tourner vers lui, il devint très rouge d'avoir ainsi parlé haut et sans le vouloir. Daguenet, son voisin, l'examinait avec un sourire. Le public riait, comme désarmé et ne songeant pas à siffler, tandis que le jeune messieurs en gants blancs, empoignardé aussi par le galbe de Nana, se pâmait et applaudissait. « C'est ça, très bien, bravo !» Et Nana, cependant, en voyant rire la salle, s'était mise elle aussi à rire. La gaieté alors redoubla. Et elle était drôle tout de même, cette belle fille. Son rire lui creusait un amour de petits trous dans le menton. Elle attendait pas gênée, familière, entrant tout de suite de plein pied avec le public, ayant l'air de dire elle-même d'un clignement d'yeux qu'elle n'avait pas de talent pour de liard, mais que ça ne faisait rien, qu'elle avait autre chose. Et après avoir adressé au chef d'orchestre un geste qui signifiait « Allons-y, mon bonhomme », elle commença le second couplet. « À minuit, c'est Vénus qui passe ». C'était toujours la même voix vinaigrée, hein, mais à présent, elle grattait si bien le public au bon endroit qu'elle lui tirait par moments un léger frisson. Ouh, Nana avait gardé son rire qui éclairait sa bouche rouge qui luisait ses grands yeux d'un bleu très clair et à certains verts un peu vifs, une friandise retroussait son nez dont les ailes roses battaient pendant qu'une flamme passait sur les joues et continuait à se balancer, ne sachant que faire. On ne trouvait plus ça vilain du tout, et bien au contraire. Les hommes braquaient leurs jumelles, et comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement, elle comprit qu'elle n'irait jamais au bout. Alors, sans s'inquiéter, elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Alors là, les applaudissements éclatèrent. Tout de suite, elle s'était tournée. Remontant, faisant voir sa nuque ou ses cheveux roux, lui mettait comme une toison de bête et les applaudissements devinrent furieux. La fin de l'acte fut plus froide. Vulcain voulait gifler Vénus. Les dieux tenaient conseil et décidaient qu'ils iraient procéder à une enquête sur la terre avant de satisfaire les maris trompés. C'était là que donc Diane, surprenant des mots tendres entre Vénus et Mars, jurait de ne pas quitter les yeux pendant le voyage. Il y avait aussi une scène où l'amour, joué par une gamine de 12 ans environ, répondait à toutes les questions. Oui maman, non maman, oui maman, non maman, d'un ton pleurnicheur, les doigts dans le nez. Puis Jupiter, avec la sévérité d'un maître qui se fâche, enfermait l'amour dans un cabinet noir en lui donnant à conjuguer 20 fois le verbe « j'aime ». Et on goûta davantage le final, un chœur que la troupe de l'orchestre enlevèrent très brillamment. Mais le rideau baissé,
la claque tâcha vainement d'obtenir un rappel. Tout le monde debout se dirigeait déjà vers les portes. On piétinait, on se bousculait, serrait dans les rangs, les fauteuils échangeant ses impressions. Un même mot courait. C'est idiot. Un critique disait qu'il faudrait joliment couper là-dedans. La pièce importait peu d'ailleurs. Et on causait surtout de Nana. Fauchery et la Faloise, sortis les premiers, se rencontrèrent dans le couloir de l'orchestre avec Stener et Mignon. On étouffait dans ce boyau, étroit, écrasé, comme dans une galerie de mine, et que les lampes de gaz éclairaient. Il restait un instant, au pied de l'escalier de droite, protégé par le retour de la rame. Les spectateurs des petites places descendaient avec un bruit continu de gros souliers. Le flot des habits noirs passait, tandis qu'une ouvreuse faisait tous les efforts pour protéger contre les poussées une chaise, laquelle avait empilé les vêtements. « Mais je la connais » cria Stener dès qu'il aperçut Fauchery. « Pour sûr, je l'ai déjà vue quelque part. »« Au casino, je crois. Elle s'y est fait ramasser tant qu'elle était saoule. » Moi, je ne sais plus au juste, il est journaliste. Je suis comme vous, je l'ai certainement déjà rencontrée. Il baissa la voix et ajouta en criant. Chez la Tricon, peut-être. Parbleu, dans un sale endroit, déclara Mignon, qui semblait exaspéré. Mais c'est dégoûtant que le public accueille comme ça la première salope venue. Il n'aurait bientôt plus d'honnêtes femmes au théâtre. Ah ouais, je finirais par défendre Rose à jouer. Fauchery ne put s'empêcher de sourire. Cependant, la dégringolade des gros souliers des marches ne cessait pas. Le petit homme en casquette disait d'une voix entraînante « Oh là, oh là, oh là, elle est rien boulotte, il y a de quoi manger, Et dans le couloir, deux jeunes gens, frisés au petit fer, très corrects, avec leur col casé, se querellaient. L'un répétait le mot « infect ». Infect, sans donner de raison, et l'autre répondait par le mot épatante, épatante, dédaigneux aussi de tout argument. La Faloise la trouvait très bien, il risqua seulement qu'elle serait mieux si elle cultivait sa voix. Alors Stener, qui n'écoutait plus, parut s'éveiller en sursaut, et il fallait attendre d'ailleurs. Peut-être que tout se gâterait aux actes suivants. Le public avait montré de la complaisance, mais certainement, il n'était pas encore empoigné. Mignon jurait que la pièce ne finirait pas, et comme Fauchery et la Faloise les quittaient pour monter au foyer, il prit le bras de Stener, le poussa contre son épaule, en lui soufflant dans l'oreille. « Mon cher, vous allez voir le costume de ma femme au second acte. Il est d'un cochon. » Et en haut, dans le foyer, 3 lustres de cristal brûlaient avec une vive lumière. Les 2 cousins hésitèrent un instant. La porte vitrée battue laissait voir d'un bout à l'autre de la galerie une houle de têtes que 2 courants emportaient dans un continuel remous. Pourtant, ils entrèrent. 5 ou 6 groupes d'hommes, causant très fort et gesticulant, s'entêtaient au milieu des bourrades. Les autres marchaient par file, tournant sur leurs talons qui battaient le parquet ciré. À droite et à gauche, entre des colonnes de marbre jaspé, des femmes, assises sur des banquettes de velours rouge, regardaient le flot passer d'un air las, comme alanguies par la chaleur. On voyait leurs chignons. Et au fond, devant le buffet, un homme à gros ventre buvait un verre de sirop. Mais Fauchery, pour respirer, était allé sur le balcon. La Faloise, qui étudiait des photographies d'actrices dans des cadres alternant avec des glaces entre des colonnes, finit par le suivre. On venait d'éteindre la rampe de gaz au fronton du théâtre. Il faisait noir et frais sur le balcon qui lui sembla bien vide. Seul un jeune homme enveloppé d'ombre, accoudé à la balustrade, dans la baie de droite, fumait une cigarette dont la braise luisait. Fauchery reconnut Daguenet. Ils se serrèrent la main. « Que faites-vous donc là, mon cher ?» demanda le journaliste. « Vous vous cachez dans les petits coins, vous ne quittez pas l'orchestre les jours de première ?»« Mais je fume. »
vous voyez, répondit Dagné. Alors, Fauchery, pour l'embarrasser, eh bien, que pensez-vous de la débutante? On la traite assez mal dans les couloirs. Oh, murmura Dagné, des hommes dont elle n'aura pas voulu, certainement. Ce fut tout son jugement sur le talent de Nana. La Faloise se penchait, regardant le boulevard. En face, les fenêtres d'un hôtel et d'un cercle étaient vivement éclairées, tandis que, sur le trottoir, une masse noire de consommateurs occupait les tables du café de Madrid. Et malgré l'heure qui avançait, la foule s'écrasait. On marchait à petits pas et du monde sortait continuellement du passage Jouffroy. Des gens attendaient 5 minutes avant de pouvoir traverser, tant la queue des voitures s'allongeait. Quel mouvement, quel bruit, répétait la Faloise, que Paris étonnait encore. Et une sonnerie tinta longtemps. Le foyer se vida. On se hâta dans les couloirs, le rideau était levé. On entrait par bande au milieu de la mauvaise humeur des spectateurs, déjà assis. Et chacun reprenait sa place, le visage animé et de nouveau attentif. Le premier regard de la Faloise fut pour Gaga. Mais il demeura étonné en voyant près d'elle le grand blond qui, tout à l'heure, était dans l'avant-scène de Lucie. « Quel est donc le nom de ce monsieur » demanda-t-il. Fauchery ne le voyait pas. « Ah oui, la Bordette » finit-il par dire, avec le même geste d'insouciance. Le décor du second acte fut une surprise. Il était donc une bastringue de barrière à la boule noire, en plein mardi gras. Des chiens-lits chantaient une ronde qui l'accompagnait au refrain, tapant des talons. Cette échappée canaille, à laquelle on ne s'attendait point, égaya tellement qu'on bissa la ronde, et c'était là que la bande des dieux, égarée par Iris, qui se vendait faussement de connaître la terre, venait procéder à son enquête. Et il s'était déguisé comme pour garder l'incognito. Jupiter entra en roi d'Agobert avec sa culotte à l'envers et une vaste couronne de fer blanc. Phébus parut en postillon, le long jumeau, et Minerve en nourrice normande. De grands éclats de gaieté accueillirent Mars, qui portait un costume extravagant d'amiral suisse, mais des rires devinrent scandaleux lorsqu'on vit Neptune, vêtue d'une blouse, coiffée d'une haute casquette ballonnée, des accroche-cœurs collés aux tempes, traînant ses pantoufles et disant d'une voix grasse « De quoi, quand on est bel homme, faut bien se laisser aimer ». Et là, il y a eu quelques « oh » « ouh », tandis que les dames haussaient un peu leurs éventails. Lucie, dans son avant-scène, riait si bruyamment que Caroline et Kay la fit taire d'un léger coup d'éventail. Dès lors, la pièce était sauvée. Un grand succès se dessina. Ce carnaval des dieux, l'Olympe traînait dans la boue, toute une religion, toute une poésie bafouée semblait un régal exquis. La fièvre de l'irrévérence gagnait le monde, les traits des premières représentations ont piétiné sur la légende, ont cassé les antiques images, et Jupiter avait une bonne tête. Mars était tapé. Et la royauté devenait une farce, et l'armée une rigolade. Et quand Jupiter, d'un coup amoureux d'une petite blanchisseuse, se mit à passer un cancan échevelé, Simone, qui jouait la blanchisseuse, lança le pied au nez du maître des dieux en l'appelant si drôlement « mon gros père » qu'un fou rire secoua la salle, et pendant qu'on dansait, Phébus payait des saladiers de vin à Minerve et Neptune trônait au milieu de 7 ou 8 femmes qui le régalaient de gâteaux. On saisissait des allusions, on ajoutait des obscénités, les mots inoffensifs étaient détournés de leur sens par leurs exclamations de l'orchestre. Et depuis longtemps, au théâtre, le public ne s'était pas vautré dans la bêtise plus irrespectueuse, et cela le reposait. Pourtant,
L'action marchait au milieu de ses folies. Vulcain, en garçon chic, tout de jaune, habillé ganté de jaune, un monocle fiché dans l'œil, courait toujours après Vénus, qui arrivait enfin en poissarde, un mouchoir sur la tête, la gorge débordante, couverte de gros bijoux d'or. Nana était si blanche, si grasse, si nature dans son personnage fort des hanches et de la gueule que, tout de suite, elle gagna la salle entière. On en oublia Rose Mignon, un délicieux bébé, avec un bourrelet d'osier et une courte robe de mousseline qui venait de soupirer les plaintes de Diane d'une voix charmante. L'autre, cette grosse fille qui se tapait les cuisses et qui gloussait comme une poule, dégageait autour d'elle une odeur de vie, une toute-puissance de femme dont le public se grisait. Dès ce second acte, tout lui fut permis. Se tenir mal en scène, ne pas chanter une note juste, manquer de mémoire. Elle n'avait qu'à se tourner et à rire pour enlever des bravos. Quand elle donnait son fameux coup de hanche, l'orchestre s'allumait, une chaleur montée de galerie en galerie jusqu'au cintre. Aussi fut un triomphe lorsqu'elle mena de bastringue. Elle était là, chez elle, le poing à la taille, s'asseyant Vénus dans le ruisseau au bord du trottoir. Et la musique semblait faite pour sa voix faubourienne, une musique de Mirliton, un retour de foire de Saint-Cloud, avec des éternuements de clarinettes et des gambades de petites flûtes. 2 morceaux furent encore bissés. La valse de l'ouverture, cette valse au rythme polisson, était revenue emporter des dieux. Junon, en fermière, pinçait Jupiter avec sa blanchisseuse qui le calotait. Diane, surprenant, Vénus, en train de donner un rendez-vous à Mars, se hâtait d'indiquer le lieu et l'heure à Vulcain qui s'écriait « J'ai mon plan ». Le reste ne paraissait pas bien clair. L'enquête aboutissait à un galop final après lequel Jupiter, essoufflé en âge et sans couronne, déclarait que les petites femmes de la Terre étaient délicieuses et que les hommes avaient tous les torts. Le rideau alors tombait, lorsque, dominant les bravos, des voix s'écrièrent violemment « Tous, tous !» Alors, le rideau se releva. Les artistes reparurent, se tenant par la main. Et au milieu, Nana et Rose Mignon, côte à côte, faisant des révérences. On applaudissait la claque, poussait des acclamations. Puis la salle, lentement, se vida à moitié. « Il faut que j'aille saluer la comtesse Muffat, dit la Faloise. « C'est ça, tu vas me présenter, répondit Fauchery. Nous descendrons ensuite. » Mais il n'était pas facile d'arriver aux loges de balcon. Dans le couloir, en haut, on s'écrasait pour avancer. Au milieu des groupes, il fallait s'effacer, se glisser en jouant des coudes, adossé sous une lampe de cuivre où brûlait un jet de gaz. Le gros critique jugeait la pièce devant un cercle attentif. Des gens, au passage, se le nommaient à demi-voix. Il avait ri pendant tout l'acte. Et pourtant, il se montrait très sévère, parlait du goût et de la morale. Et plus loin, le critique aux lèvres minces était plein de bienveillance qui avait un arrière-goût gâté, comme du lait tourné allègre. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais c'est pour mieux revenir que nous nous quittons. Alors, on ne se quitte pas vraiment parce que vous savez qu'on reste en contact, on garde le contact grâce aux réseaux sociaux. La page VBN, vous connaissez tous, et la mienne, Marie-Lise d'Octobre officielle, où vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je répondrai à toutes vos questions, toutes vos interrogations. En tout cas, j'essaierai, parce qu'il y a des moments, j'en reçois un peu beaucoup, mais je vous assure, c'est moi qui réponds. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, réagissez sur tous ces réseaux sociaux et rejoignez bien la page de Voyage au bout de la nuit. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans ce canapé pour vous faire la suite de cette lecture de Nana. À très bientôt.